Merci à tous. Donc, pour conclure ce webinaire, il y a encore une centaine de personnes qui sont connectées. Merci de votre courage. On avait prévu 20 heures. On va finir à 20h15 et c'est très bien. Il nous paraissait tout de même important de pouvoir engager la discussion sur l'éthique des usages de l'IA générative dans l'enseignement en santé. Et je reste un petit peu sur cette première diapo où vous voyez finalement les éléments à gauche que nous avions l'habitude d'utiliser dans les Creative Commons. Et puis effectivement, ces logos que les Canadiens commencent à propulser et pour lesquels on peut logiquement se poser des questions de leur utilité et d'une forme de transparence. Et donc, cette présentation a été en partie réalisée par l'IA qui en fait, personnellement, désormais me met en contact avec d'autres personnes. Donc c'est tout l'algorithme de, comment dirais-je, de LinkedIn. Et puis, j'ai repéré en fait des éléments entre guillemets de réflexion qui tournent sur le web en ce moment, que ce soit pour l'université ou que ce soit pour les lycéens, voire l'enseignement en secondaire. Et donc là, vous voyez un premier article d'une journaliste qui pose des questions, en fait, qui a trouvé un certain nombre d'éléments sur cette situation intenable qui gangrène l'enseignement supérieur et dans cet article, une étudiante de dernière année à l'université de Northeastern est allée jusqu'à exiger le remboursement de ses frais de scolarité en invoquant l'utilisation non divulguée de l'IA par son professeur pour évaluer son travail. Deuxième petit bout de cette journaliste, d'autres qui se penchent sur la façon dont désormais nous, a- nous abordons nos compétences pardon, et les conséquences de l'usage de l'IA, finalement, selon une enquête, et j'en ai vu d'autres qui apparaissent sur le net, 60% des participants admettent faire moins appel à leur esprit critique avec l'IA pour des tâches routinières ou pour développer un argumentaire spontanément vis-à-vis de ce texte, si ce sont des tâches routinières, faut-il que je conserve un esprit critique ou en tout cas que je n'oublie pas peut-être que parce que c'est routinier, je risque de faire une erreur. Et là, quelque part, c'est un petit peu aussi l'enseignant en qualité et gestion des risques. La plupart des erreurs transfusionnelles, pour ne pas dire toutes, sont celles du contrôle ultime pré-transfusionnel. Et donc, on voit bien quelque part que la routine, elle peut générer entre guillemets des erreurs. Et donc, effectivement, ça a un sens de dire que même pour ces tâches routinières, il faut conserver son esprit critique. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins, principes éthiques en médecine, en bioéthique, et puis ceux de l'usage responsable des technologies numériques. Les principes de bioéthique, je me permets juste de vous les rappeler, le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice, et puis les principes d'éthique numérique, la qualité, la sobriété, l'équité, l'inclusion, la transparence et l'agentivité par rapport au fait que l'humain doit être présent. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je vous invite à parcourir avec moi la production. J'ai donc demandé et créé, en fait, finalement, et fait créer une matrice avec en colonne les différents éléments liés à l'éthique numérique et puis comment dirais-je, pardon, ah, c'est la fin de la journée. En ligne, pardon, les éléments liés à l'éthique numérique et puis de l'autre, c'est une inversion sur les colonnes et les colonnes sont les principes éthiques et donc quelque part, au moins, on a déjà un premier canevas, sur la façon dont on doit, nous en tant qu'enseignants et peut-être aussi en tant qu'étudiants ou en tout cas accompagnants d'étudiants et bien, regarder quels peuvent être, les éléments qui incitent à la réflexion. Par exemple, sur le respect de l'autonomie et l'agentivité, l'IA n'impose pas de méthode prédéfinie
et les enseignants encouragent l'autonomie réflexive des apprenants dans la conception et l'évaluation des activités. Je pense que si vous parcourez ce tableau, eh bien, on va y trouver des choses intéressantes. Et donc, on s'est mis à produire, et donc on l'a fait pour nos étudiants en master, et là, on l'a reproduit un petit peu pour nos enseignants. Une sorte de charte des 10 commandements. Donc, au niveau du master, on a fait produire ce type d'approche, et on va en discuter au niveau de notre université. Et je vous les lis et puis, finalement, dans les 2 autres colonnes, on a en quoi finalement ce commandement intéresse à la fois la bioéthique et l'éthique numérique. La première des choses, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle qu'à bon escient en veillant à sa réelle valeur ajoutée pédagogique. Et je crois que vis-à-vis de tout outil, bah, nous devons nous reposer cette question. Pratiquer la sobriété numérique en limitant données et ressources mobilisées pour maîtriser l'empreinte environnementale. Et ça, c'est un élément que Lorraine Corot ne pourra pas refuser puisque c'est elle qui nous fait la RSE dans le master. Et c'est vrai que quand on voit finalement l'usage de tous ces outils pour aller chercher la meilleure recette de crêpes bretonnes. J'ai rien contre les Bretons, pardon, mais c'est pas effectivement quelque chose qui est recommandable. Malheureusement, c'est souvent ce que l'on voit traîner à droite et à gauche. Garantir, et là, le terme est fort, la qualité scientifique des contenus produits par l'IA en effectuant systématiquement une relecture experte pour éviter les hallucinations et les biais. On l'a vu à plusieurs reprises ce soir que c'était un élément important. Assurer l'équité et l'inclusion en adaptant l'IA aux besoins de chaque apprenant, apprenante, notamment en situation de handicap ou allophone. Nous sommes une région où nous accueillons beaucoup d'étrangers et il nous paraît aussi important de pouvoir assurer cela. Favoriser la transparence et l'explicabilité en informant clairement les étudiants et les étudiantes de la part de contribution de l'outil et de ses limites. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, ce webinaire continuera aussi auprès des étudiants. Vous en serez tenus informés. Préserver l'autonomie professionnelle et réflexive en évitant la dépendance excessive à l'outil et en stimulant la pensée critique. Je pense que les dernières présentations, en particulier celle d'Alexandre Gérard, nous ont montré combien c'était important. Respecter la sécurité de l'information et la protection des données personnelles. Alors, c'est vrai que derrière, on a parlé de cela dans une des premières présentations avec Christian Boissier et en disant, bah, finalement, les droits d'auteur, bah, si c'est moi qui écris et que derrière, j'ai la possibilité, de mettre à disposition, il faut le faire. La seule chose, c'est que quelque part, lorsque vous êtes, connecté à un environnement externe, bah, finalement, quelque part, on vous connaît. L'IA apprend de vous, hein, dans votre espace personnel, vous avez compris qu'elle s'habituait à votre façon de vous conduire, que derrière, bah, si vous dites: «Agis comme un enseignant», eh bien, le système sait que vous êtes enseignant. Pour peu que vous émettiez un certain nombre, entre guillemets, de liens, vers telle ou telle discipline, eh bien, on va faire le lien et puis vous êtes à Nice et donc à Nice, un professeur de vasculaire ou de pharmacologie médicale, il est facilement repérable. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant livrer de la donnée personnelle que de s'exposer, entre guillemets, dans des espaces dont vous ne maîtrisez pas la récupération des données. Je rappelle tout simplement, et ça, personne ne l'a oublié, mais Google a un système de Google Trend. C'est un système qui a été mis en place et même utilisé par les épidémiologistes pour commencer à savoir quand est-ce qu'une épidémie de grippe commençait à arriver. Et donc, ce Google Trend, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il récupère votre requête, il la localise, il la, entre guillemets, il indexe sur le temps, et puis derrière, reconstruit un certain nombre de choses. Eh bien, livrer ces prompts, effectivement, à l'étranger, c'est aussi livrer une façon dont on raisonne et quels sont les thèmes qui sont abordés. Et dans peu de temps, on va parler de l'IA et de la recherche. Et bien derrière, si vous commencez à prompter dans des espaces qui vous sont propres, pour lesquels vous êtes abonné, sur des éléments qui sont complètement extérieurs, eh bien, manifestement, on commencera à voir quels sont les centres d'intérêt. Observer les droits de propriété intellectuelle en citant systématiquement les sources externes utilisées par l'IA et en n'utilisant pas de contenu protégé sans autorisation. Ça, c'est vrai actuellement.
pour les contenus protégés sans autorisation. C'est pour ça que nos universités payent des droits à l'image. Je pense que c'est un élément que vous savez tous et que derrière, ces quelques dizaines de milliers d'euros qui sont payés pour nous permettre de faire cela. Et dans le cadre de la lecture critique d'articles, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend que des articles à diffusion gratuite. Je ferme la parenthèse. Intégrer l'enseignement critique de l'IA et sensibiliser aux enjeux sociétaux, c'est aussi, entre guillemets, un des commandements. Et évaluer régulièrement les impacts de l'IA sur les apprentissages et les interactions humaines pour ajuster son usage et prévenir tout effet défavorable. Ça fait partie, ces deux derniers, de ce que l'on pourrait estimer être des choses vues dans le cadre de la formation. Donc, quelque part, notre questionnement vis-à-vis de tout ça, c'est quels objectifs pédagogiques poursuivre en faisant appel à de l'IA générative. Donc, je vous mets en dessous, hein, identifier plus précisément des finalités visées. Est-ce que c'est du brainstorming? Est-ce que c'est une génération de scénarios cliniques, une différenciation pédagogique pour les étudiants à besoins particuliers, un soutien à la planification de cours? Donc, tout ceci, il faut qu'on se pose ces questions d'utilité. Quelles sont nos compétences techniques, pédagogiques, éthiques et légales pour un usage critique de l'IA. On a vu que ce soir, il y a eu tout le monde qui s'est proposé finalement tant sur le développement d'aspects techniques que d'usage pédagogique. Et dans tout cela, la marmite éthique, elle est extrêmement importante. Comment garantir la validité, la fiabilité et l'équité des contenus produits par l'IA? Il y a maintenant 25 ans de cela, nous étions tous embarqués, en tout cas les plus jeunes dans la salle, pour faire un clin d'œil à Stéphane Darmoni, nous étions tous embarqués dans des projets d'université numérique thématique, l'université médicale virtuelle francophone. Et l'idée là-dedans, c'était de diminuer la fracture numérique à base de connaissances et sur le modèle d'Oxford, faire en sorte que toutes nos universités publient des PDF. Je pense qu'on en est loin désormais, heureusement. Pour autant, la validité des documents reste vraie. Comment protéger cette vie privée et respecter la réglementation lors du traitement des données? Bien oui, lorsqu'on va commencer, entre guillemets, à avoir des portfolios dans lesquels l'IA va cruncher pour pouvoir dire, eh bien, il y a tel parcours personnalisé qui peut être mis en œuvre. Je sais que Jean-Charles Couture est intéressé par ça au niveau de l'UNES, hein, derrière, on sait que ce sont des éléments qui nous guettent. Alors, personnellement, moi, ça ne me guette plus, mais en tout cas, pour les jeunes qui vont arriver, c'est sûr que c'est quelque chose qui va aider, ou en tout cas, vous l'avez tous soulevé sur le feedback, la rétroaction que les systèmes peuvent avoir et on conçoit que ça ne va qu'augmenter en qualité et c'est déjà très pertinent. Et puis, de quelle manière préserver notre autonomie professionnelle? Alors, le terme est peut-être un peu fort. Il n'y a pas de raison de ne pas perdre cette autonomie, qui est un des principes éthiques fondamentaux. Pour autant, on l'a bien vu que les étudiants qui ne sont pas formés et on va dire, cherchent toujours le raccourci le meilleur, en tout cas la droite, finalement, risque à un moment d'oublier quelque part de réfléchir. Donc c'est à nous, en fait, de les tenir et nous aussi, quelque part, de nous tenir collectivement. Je ne peux pas m'empêcher de mettre ce schéma qui a été fabriqué, par Christophe Salomé lui-même, «féru» entre guillemets de conceptualisation sur ces outils, sur l'utilisation de l'IA et je trouvais que ce modèle a 5 branches entre guillemets, 5 clés. Quelle est la pertinence de ma demande? Quel est l'impact environnemental? Comment gérer les réponses générées? Quelles sont les implications légales et est-ce que cette utilisation contribue à un usage durable? Sont au moins le minimum que l'on doit pouvoir, entre guillemets, avoir en tête. Les messages clés, toute sollicitation d'intelligence artificielle repose sur une véritable valeur ajoutée pédagogique et clinique. Préserver l'autonomie réflexive, la stimulation de la pensée critique, prévenir tout préjudice, garantir un accès équitable et promouvoir une transparence totale.